D'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde et en mon nom et en nom de mon ami le président de Subtex, c'est Najib. Où est-ce qu'il est, Najib? C'est les jubilés Ah, au fond. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde, à nos collègues, à nos amis, à nos étudiants. Et je rejoins ce qu'a dit Si Mohamed pour dire que Subtech organise aujourd'hui sa première conférence consacrée à l'IA, Subtech IA, qui sera, je l'espère, la première d'une série de conférences annuelles et d'autres éditions suivront. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à nos collègues et amis. J'ai devant moi un certain nombre d'amis, d'anciens amis et de collègues et d'experts, chercheurs et universitaires qui nous ont fait l'honneur de participer à cet événement qui, je l'espère, constituera un jalon dans notre activité relative aux nouvelles technologies en matière d'IA et de data sciences. La journée, Mohamed l'a rappelé, Dr Mohamed l'a rappelé, la journée sera consacrée le matin à des conférences qui seront données par des spécialistes tunisiens et internationaux et l'après-midi, nous assisterons à des ateliers dédiés à l'expérimentation de certaines technologies innovantes. Mes remerciements vont donc à vous, chers collègues, mais aussi au comité d'organisation, si Mehdi, si Mohamed, pour cette manifestation scientifique essentiellement dédiée aux enjeux et défis de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Un petit mot sur Subtech et l'IA. L'intérêt que Subtech porte à ce domaine ne date pas d'aujourd'hui, bien sûr. Nous avons déjà introduit cette discipline dans des cours destinés à nos élèves ingénieurs, mais aussi à nos étudiants en master. Et l'effort est en train d'être continué puisque nous travaillons sur le projet, sur les modules de formation qui, je l'espère, nous mèneront à une accréditation internationale via l'organisme ASIN et les diplômes d'ingénieurs de Subtech seront accrédités, seront donc reconnus mondialement. Depuis le début de cette année universitaire, nous avons régulièrement organisé à l'adresse de nos étudiants des journées intitulées les conférences du samedi. Certains d'entre vous se souviennent, les samedis, c'est dédié à des conférences. Et donc, vous voyez, l'effort de Subtech ne se limite pas à... Donc, je rappelais pour certains qui connaissent donc les samedis, les conférences de samedi, pendant lesquelles nous parlons des nouvelles technologies. Je me souviens que j'ai un peu participé à une conférence sur la GED. Beaucoup de nos ingénieurs ne considèrent pas que la GED fait partie du domaine technique et que ça fait partie du domaine des gestionnaires, mais enfin, la gestion électronique de documents, c'est aussi un axe très important. J'ai tenu à le mentionner dans une des conférences du samedi, auxquelles nous avons invité des spécialistes pour parler des tendances, des avancées dans le domaine connexe, tel que la robotique, data science, etc. Notons par ailleurs que cet élan a été amplifié par un effort de certains de nos professeurs qui se sont investis, je tiens à les remercier d'ailleurs, dans cette direction et ont obtenu des certifications. Donc certains de nos professeurs sont certifiés dans le domaine tel que AI 9000 de Microsoft Azure, etc. Dans le domaine de la recherche, certains de nos étudiants et nos enseignants travaillent sur des projets d'IA, et ce en collaboration avec des institutions universitaires. Nous œuvrons actuellement à élargir ce champ et cette collaboration avec nos partenaires tels que Orange Tunisie. Je ne vais certainement pas m'étaler sur ce sujet et les sujets qui seront abordés par les spécialistes et les collègues, ni sur le concept fondamentaux de l'IA. Je ne vais pas entrer dans les concepts fondamentaux, vous le trouverez dans la littérature, mais je vais me laisser aller dans une réflexion sur les défis et risques liés à l'IA afin de comprendre l'IA responsable. En regardant de près ce que nous sommes en train de faire, je me suis rendu compte qu'on s'intéresse beaucoup à la technologie, au principe de l'IA appliqué à l'image, appliqué à ceci, appliqué à cela, mais tout compte fait, et un autre aspect aussi, moi je viens de me rendre compte qu'il y a une IA qui fait ceci, puis cela, qui me permet en dictant d'avoir les PV de mes réunions, ou bien en
en lui donnant quelques idées de me faire des images ou des vidéos. Donc on s'intéresse beaucoup à ces, non pas des gadgets, mais des applications un peu mineures de l'intelligence artificielle. Mais il y a les aspects de la responsabilité de l'IA. Donc l'intelligence artificielle, comme vous le savez, donc, offre des potentialités énormes pour relever les défis au niveau de l'éducation, qu'elle soit primaire, secondaire ou supérieure. Et je tiens à rappeler ici que l'UNESCO en a fait un des moyens pour atteindre les objectifs du développement durable 2030. Donc l'UNESCO a sorti d'ailleurs un document dédié à l'intelligence artificielle. Cependant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les évolutions technologiques rapides engendrent inévitablement de multiples risques et défis. Tout ce qui va rapidement ne nous donne pas assez de temps pour que nous puissions réfléchir, avoir une réflexion philosophique sur où va-t-on, comment y aller. Donc on y va très rapidement. Et donc jusqu'à présent, ce rythme a jusqu'à présent dépassé celui des débats politiques et des règles réglementaires. Nous voyons des IA qui sortent tous les jours, mais des débats philosophiques, réglementaires, sur la gouvernance, il y en a très peu, et je pense qu'actuellement, j'en parlais avec le docteur Marrakchi hier, certaines institutions américaines sont en train de réfléchir sur où allons-nous, comment y aller. Est-ce qu'on peut réglementer certains aspects pour ne pas dévier de la trajectoire? Donc, je souhaite qu'on puisse s'intéresser aux principes fondamentaux de la gouvernance de l'IA et surtout de l'inclusion et de l'équité. L'inclusion ou l'exclusion. Parce que dans beaucoup de technologies, on voit certains pans de la population mondiale exclus de certaines technologies. Alors on s'intéresse à tout ce qui se passe en Europe, au Japon, en Chine. Et on parle même de l'utilisation de l'IA en Israël, avec ce qui se passe malheureusement à Gaza. Donc, on sent qu'il y a un début d'inégalité. Des gens qui travaillent d'une manière intelligente avec l'IA et d'autres qui l'exploitent pour faire tel ou tel machin de traitement de texte, etc. Donc il y a un problème de l'importance du traitement des inégalités en matière d'accès à la connaissance, en matière de recherche. Les universitaires du tiers-monde n'ont peut-être pas les mêmes facilités pour accéder aux sources de la recherche dans ce pays. Et je dirais même que les inégalités sont entre pays, mais parfois même à l'intérieur d'un même pays. Il y a des inégalités. Donc il faut combattre ce genre de choses. Presque toutes les avancées dans ce domaine, je comprends les craintes exprimées par certains que nos pays n'aient pas la volonté, ni la volonté, ni les moyens humains ou matériels pour contribuer à développer ce secteur. D'autant plus que nous voyons que certaines têtes pensantes ou certaines têtes scientifiques, des chercheurs, des universitaires, des docteurs, expriment la volonté d'aller plutôt travailler ces domaines-là ailleurs que dans nos pays. Et ça, nous le regrettons un peu. Nous formons des ingénieurs, nous formons des docteurs, nous formons... Et qu'est-ce qui se passe? Bon, et ça, c'est un peu la tendance mondiale, on n'y peut rien, mais il va falloir travailler pour faire en sorte que nous puissions retenir nos chercheurs, vous, certains d'entre eux qui puissent travailler, qui puissent avoir le milieu et les moyens pour développer leur savoir-faire et faire des avancées sérieuses dans ce pays. La lueur d'espoir vient de certains pays du Golfe. J'en parlais aussi avec Saraouf hier. L'Arabie Saoudite et les Émirats investissent lourdement actuellement dans ce domaine-là. Est-ce que c'est pour se positionner au niveau du Moyen-Orient ou est-ce que c'est pour devenir une espèce de pôle technologique pour toute la région? Bon.
À ce sujet, je dois noter aussi, l'annonce faite par notre gouvernement lors du Conseil des ministres du 24 février 2024. J'espère que ça ne vous a pas échappé. Il y a une semaine, donc le 24 février 2024, le Conseil des ministres a annoncé le projet de décret portant création d'un Institut national des ingénieurs en intelligence artificielle. Et officiellement, on a annoncé la création d'un institut pour les ingénieurs en intelligence artificielle, qui aura pour mission, alors suivez-moi dans cette deuxième partie de la phrase, elle est intéressante, qui aura pour mission de délivrer un diplôme national d'ingénieur en intelligence artificielle dans les domaines de l'art, de la culture, de la valorisation du patrimoine, des sciences humaines, sociales, des transports, de l'économie et de la gestion. Pourquoi l'art, la culture, pourquoi... Alors, c'est une bonne initiative, mais pourquoi seulement ces domaines? Je vais peut-être essayer de trouver des explications à cette orientation. À moins qu'il se soit dit qu'il y a d'autres institutions qui travaillent dans les domaines technologiques, et puis ces domaines-là sont un peu les parents pauvres, donc on va dédier une école d'ingénieurs dans ce domaine-là. Cet institut va certainement s'ajouter aux diverses institutions technologiques tunisiennes qui développent des compétences de haut niveau. Je souhaiterais aussi saisir cette occasion pour exprimer ma fierté en tant que Tunisien que deux collègues chercheurs tunisiens, Karim Beguir et Zohra Slim, qui sont en France, ont pu fonder en 2014 en France une start-up, Instadip, spécialisée en intelligence artificielle décisionnelle, qui a développé des produits d'IA tels que sa plateforme de design des protéines Deep Chain. Cette entreprise a également développé des collaborations avec des leaders mondiaux de l'écosystème IA, tels que NVIDIA, Intel, etc. Et a publié des recherches conjointes avec Google DeepMind. Cette entreprise vient d'être rachetée en janvier dernier, il y a deux mois, par un géant allemand, BioNTech. Ça vous dit quelque chose, BioNTech? C'est Pfizer. Oui. Pfizer. Pour 405 millions d'euros. C'est vertigineux. 405 millions d'euros. Faites la conversion en dinars. Ils ont travaillé pendant 10 ans, moins de 10 ans. Ils ont développé la start-up et la start-up coûte 405 millions. Et c'est ça ce que nous voulons, des gagnants. Mais l'intelligence artificielle, comme je viens de le dire, est un outil puissant qui peut faire profiter le monde entier de ses nombreux avantages. Cependant, comme tout outil, il doit être utilisé d'une manière responsable. C'est le deuxième volet de mon intervention. Bon, ici, je rappelle que l'UNESCO, comme je viens de le dire, a élaboré une publication préparée à l'intention des décideurs politiques mondiaux de l'intelligence artificielle. Et là, elle a parlé des outils pédagogiques, des modes d'apprentissage, de l'ouverture, de l'inclusion de tous les pays, et ça, au savoir et la formation des enseignants. Donc, moi, je tiens à préciser que c'est un point très important, que toute nouvelle technologie doit faire profiter, permettre à toutes les couches sociales et tous les pays d'en profiter. On utilise donc, dans ce rapport de l'UNESCO, il parle donc de l'IA dans l'éducation. J'ai un exemple que j'ai tiré de leur revue, de l'utilisation dans un pays comme l'Argentine de certains moyens pour suivre développer un algorithme pour suivre certains étudiants qui quittent l'école prématurément. Et ils ont développé une intelligence pour savoir quels sont les paramètres qui font que certains élèves quittent l'école prématurément avec des early warning systems. Donc très rapidement on détecte cela et ils corrigent cela. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le problème de décrochage, nous l'avons chez nous aussi. Nous avons le problème de décrochage. Nous, en tant que citoyens, pas en tant que chercheurs, en tant que citoyens, nous devons être aussi
sensibles à ce problème de décrochage. Donc l'IA peut permettre aussi d'améliorer l'enseignement supérieur, comme les formes d'apprentissage personnalisées, ce qu'on appelle les coachs, des formes d'enseignement. Ça permet de libérer l'étudiant et l'enseignant de la formation présentielle classique ou scolastique et d'utiliser d'autres nouvelles formes de formation. Ça permet aussi de promouvoir le développement des compétences pour le travail. Et surtout, ça permet de garantir une utilisation transparente et vérifiable des données de l'éducation. Le dernier point sur lequel je veux m'étaler, qui est très important, c'est le problème de l'éthique. L'éthique. Si nous prenons l'exemple de certaines intelligences artificielles qui simulent les productions humaines, je dis bien qui simulent les productions humaines, elles simulent une rédaction, elles simulent une peinture, elles simulent. Et donnant l'illusion du vrai, les intelligences artificielles génératives qui ne raisonnent pas, mais qui permettent de créer du contenu sous forme de texte, d'images. Quels en sont leurs impacts sur l'éducation? Quelles pistes pour l'enseignant? Comment travailler sur ce sujet avec des étudiants? Pourquoi et comment les acculturer, c'est-à-dire assimiler culturellement ou les adapter à une nouvelle culture? Je parle d'une nouvelle culture parce que nous arrivons au stade d'étudiants, on a derrière nous notre formation primaire, notre formation secondaire, parfois biaisée, pas totalement sensibilisée à l'éthique et au droit et au problème de plagiat, anti-plagiat. Comment nous mettre sur le droit chemin, sachant que nous avons un outil très puissant, mais qui peut nous faire des dérivés. Cette adaptation à cette nouvelle culture du droit et du correct et du responsable doit-elle démarrer à l'école primaire? Je suis en train de me poser la question. Pour rendre une personne correctement responsable, faut-il qu'on démarre dès le primaire? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai à côté de moi mes filles, mes petites filles, etc., qui, il y a 2 ou 3 ans, pour faire milaf, elles vont voir Cheikh Google, elle va chercher faire quelques recherches, ils ont des éléments pour faire le dossier, milaf. Maintenant, elles me disent, donne-moi, je vais faire ça avec ChatGPT. Maintenant, la facilité, il n'y a plus de recherche. On va demander à un jeune de 12 ans, 13 ans, d'aller cliquer quelque part, donner quelques mots-clés et d'avoir un texte prêt et aller le présenter. Alors, je vais citer quelques exemples. Donc, l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles posent également les questions fondamentales de la propriété intellectuelle et de la propriété du contenu et l'identification des sources. Sommes-nous en train de former correctement les étudiants à la notion d'éthique? Je dois rappeler que dans les programmes que nous sommes en train de préparer à envoyer à tout le monde, y compris à l'ordre des ingénieurs, nous sommes en train d'inclure, et nous l'avons fait, inclure des cours sur l'éthique. L'éthique, c'est très important. Donc au niveau de la recherche scientifique, c'est très important aussi parce que qu'il s'agisse d'applications industrielles, éducatives, artistiques, médicales ou sociales, nous devons impérativement encadrer toutes ces recherches, vous chercheurs, nous chercheurs, par des règles et surtout des principes d'éthique rigoureuses. J'ai encore à l'esprit le récit d'une personnalité que nous voyons assez souvent à la télé, qui une fois m'a parlé il s'est étonné des brillants résultats que sa fille a eus lors d'un devoir de production écrite. Elle a eu une note extraordinaire. Lui, il savait que sa fille obtenait en moyenne 10, 11, etc. Tout de suite, un 18, 19. Il a alors discuté avec elle en essayant de comprendre les causes de ce bond qualitatif. Et sans entrer dans les détails, il en a conclu, ou plutôt tiré la vérité du nez de sa fille. Elle a utilisé un bot qui a rédigé à sa place son texte, et son professeur n'en a vu que du feu.
Est-ce bien? Est-ce mal? Alors, transposer cet exemple sur notre vie. Nous avons quotidiennement, annuellement, des mémoires d'étudiants. Nous recevons des mémoires. Quelle est la part de production de l'étudiant? Quelle est la part de production autre que l'étudiant? Autre exemple, il y a quelques mois, j'en parlais avec des collègues, il y a eu un concours de photographie. Un des artistes a présenté une photo en noir et blanc, en noir et blanc, et ça a plu à tout le monde. Il a eu le premier prix de photographie. Il a eu un bon d'honnêteté. Une fois qu'il a eu le prix, il a eu un petit bon d'honnêteté en disant « Je suis désolé, ce n'est pas moi qui ai créé cette photographie. J'ai demandé à un système de le faire. » Et c'est le système, c'était l'IA qui l'a fait. Donc, l'utilisation non responsable de l'IA nous aide-t-elle à arnaquer plutôt qu'à créer? Et là, je me suis rappelé nos classiques en français, Rabelais. Qui se souvient de Rabelais? Rabelais a dit « La sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant. » Quand on a un esprit méchant, la sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant. Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous utilisez, on en a parlé lors de quoi? À l'occasion de quoi? À l'occasion de la bombe atomique. La bombe atomique, tout ce qui est recherche en énergie atomique, c'est une science. Mais appliquée dans des domaines militaires, ça devient une grave erreur. Donc, dans le domaine de la recherche, certains modèles d'IA ou de ML appliqués sur des échantillons biaisés peuvent entraîner des discriminations ou de fausses interprétations. Quand on faisait nos expérimentations avec des modèles mathématiques, avec l'analyse de données, et quand on voulait faire de l'inférence statistique, on sortait avec des résultats, avec des conclusions, avec des modèles qu'on va appliquer sur la population. Ceux qui se souviennent que nous travaillons sur un échantillon pour atteindre la population. Eh bien, si l'échantillon est biaisé, les résultats que nous concluons seront mauvais pour les appliquer sur la population. Alors, supposez que vous êtes en train de travailler sur une expérimentation médicale, ou on avait travaillé sur une expérimentation économique. Alors, j'ai le problème donc du crédit scoring. Nous avons demandé à une équipe de travailler sur un modèle qui permet à l'homme, au creditman, dans une banque. Je reviens au problème de la confiance et de la responsabilité, de l'éthique et de l'honnêteté. Comme beaucoup d'institutions universitaires, je termine, nous avons à Subtech introduit dans la formation de nos étudiants des cours relatifs à ce sujet. Et pour finir, je vais insister sur un autre principe qui me paraît fondamental, ne pas se comporter uniquement comme consommateur de gadgets technologiques. Adoptons plutôt la posture de créateur, d'innovateur, comme l'ont fait nos collègues Karim Beguir et Zohra Slim. Ne soyons pas simplement des gens qui découvrent à chaque semaine, chaque jour, un petit logiciel. Là, je vais l'expliquer. D'accord, expérimentons-le, mais voyons comment on peut créer nous-mêmes. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant. Sinon, on va rester continuellement des consommateurs. Que nous montre-t-il pour cela? Avoir du courage et croire en nos capacités. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous, avoir du courage et croire en vos capacités. Merci. Bonne conférence.